Bonjour à tous. On va démarrer le démo D de cet AWS GenAI D. Donc vous allez avoir 5 startups qui vont pitcher devant vous à 6 VC différents. Je vais les laisser se présenter déjà pour éviter de d'écorcher les prénoms et noms de famille. Et puis vous pouvez dire une petite phrase sur votre fond et sur vous. Joy, tu veux démarrer parce que tu joues presque à domicile. Est-ce qu'on m'entend? 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Super. Bonjour Joy Boublil de KT. Je m'occupe principalement et uniquement des startups early stage slash AI. KT, c'est quoi? C'est un fonds avec plus de 2 milliards d'assets under management. Aujourd'hui, on en est à notre troisième véhicule de 1 milliard. Notre particularité, je suis rapide, hein, d'être basé entre trois continents, les US, l'Europe et l'Asie, notamment SIA et la Chine. Mais on a aussi des joint ventures, par exemple, avec Ledger, avec l'Afrique du Nord et avec l'Amérique latine. Donc vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci. Guillaume? Oui, bonjour à tous. Donc, Guillaume Maison. Moi, je travaille au sein de Seventure Partners. Donc, Seventure Partners, c'est un VC français qui opère depuis 97, donc un des historiques sur la place Venture. Je suis dans le tech et digital, principalement sur le SaaS verticalisé, avec justement, on le verra aujourd'hui, l'IA appliquée à différents secteurs, principalement sur tout ce qui est fintech, retail et cybersécurité. Voilà, série A sur la France et l'Allemagne principalement, et avec plaisir de découvrir les projets et d'échanger avec vous. Maxime? Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je travaille chez Serena, qui est un fonds de venture qui est basé à Paris. On investit dans toute l'Europe, du pré-seed à la série B, et on est généraliste. Clémentine? Bonjour à tous, Clémentine Gazet, je suis senior associate chez Xange. On est un fonds de VC qui existe depuis 20 ans. Premier bureau à Paris, deuxième bureau à Berlin, troisième bureau à Bruxelles. Donc une couverture pan-européenne aujourd'hui. On investit en lead ou en co-lead du pre-seed à la série B, des tickets entre 1 et 15 millions d'euros. Et moi, je couvre particulièrement tout ce qui est IA verticalisé, B2B SaaS, infrastructure, cyber, data. Chana? Bonjour à tous. Du coup, moi, Chana, je travaille dans l'équipe Early Stage d'Iris. On a un fonds franco-allemand qui investit dans des grosses plateformes tech, à la fois early stage et en growth, en France, en Allemagne et puis le reste de l'Europe par opportunisme. Ariane? Bonjour, Ariadne ou Ari, je travaille chez Partnec. On a un fonds multistage et je travaille pour l'équipe, le fonds Seed. On fait exclusivement du pré-seed seed, en lead, co-lead, follow. On est assez ouvert et je me concentre sur tout ce qui est IA applicatif et un peu la couche modèle, mais plutôt des petits modèles verticalisés. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, vous allez avoir 5 startups qui vont pitcher pendant 4 minutes. Elles auront ensuite 4 minutes de questions-réponses avec le jury. C'est une bonne manière pour vous tous qui êtes sans doute intéressés par la levée de fonds et qui êtes dans le public de voir ce qui se passe dans la tête d'un investisseur quand il entend un pitch de startup. Sans plus tarder, j'appelle Alouette, qui est le premier entrepreneur qui pitch. Vous pouvez l'applaudir. S'il vous plaît, merci. Bonjour. 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 Tu me donnes le top? Ah, ok, formidable. Merci. Bonjour Antoine. Avec mon associé Bruno Gérard, nous avons fondé Alouette, l'IA qui comprend et assiste les ingénieurs. Euh, les industries de la défense, de l'aérospatiale et de l'énergie font face à des défis de productivité inédits. Pour vous donner une petite idée, en 2030, d'ici 2030, l'Europe doit multiplier par 2 sa capacité de production de systèmes défensifs. Et pour vous expliquer ce que ça veut dire, un sous-marin nucléaire, c'est 120 000 références logistiques qu'il va falloir, ça correspond à 3 millions de pièces, hein, donc de parts, et il va falloir les concevoir, les sourcer, les assembler et les maintenir sur une durée de vie qui va de l'ordre de 30 à 40 ans, parfois plus. Or, les systèmes de gestion documentaire et de gestion de projet actuels ne suffisent plus à gérer cette complexité. L'information technique n'est pas traitée. En fait, elle est mal comprise, elle est peu mise à jour et elle est mal partagée. Avec Bruno, on se connaît depuis 6 ans. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fabrique de l'IA pour les industries et on a décidé de monter une équipe en 2024 pour résoudre ce problème. Et la solution qu'on apporte, Alouette, interface simplement les ingénieurs à leurs systèmes complexes. Alouette, c'est une révolution pour l'ingénierie. Ça permet de libérer un jour et demi par semaine et par utilisateur en automatisant complètement des tâches qui sont clés dans le métier de l'ingénieur, qui sont la conformité. Donc typiquement, vérifier que le design d'un sous-marin est bien conforme aux milliers de pages de son cahier des charges et
au contexte normatif qui l'encadre. Le rétro-engineering, être capable de comprendre des dizaines d'années après pourquoi est-ce qu'on a choisi tel dimensionnement pour tel vérin de tel actionneur et comment est-ce qu'il faudrait changer ça aujourd'hui si on voulait refaire le projet. Et le design to cost ou l'ingénierie ascendante, comment adapter légèrement les spécifications fonctionnelles d'un drone à partir des technologies existantes pour accélérer son développement et réduire les coûts. Pour faire ça, Alouette est capable d'extraire l'architecture du système technique directement à partir de sa documentation, même si elle est partielle, même si elle est dispersée, en comprenant les formats et les logiques métiers. Alouette est ensuite capable de contrôler et d'analyser le système pour veiller à sa conformité et à sa cohérence. Et enfin, Alouette est capable de mettre à jour le modèle du système en continu en capturant directement l'activité des utilisateurs à travers leur écran, même quand ils travaillent dans leurs logiciels métiers spécifiques qui sont pléthores dans ces industries-là. Évidemment, c'est formidable, on est capable de faire tout ça on-premise pour garantir la sécurité qui est un élément clé et indispensable dans les systèmes qu'on regarde. Et en fait, ça marche vraiment formidablement bien. On a eu la chance cet été d'être testé par des industriels de la défense et le ministère des Armées sur la possibilité d'exploiter a posteriori le rétex d'un projet de navette spatiale qui avait été conçu à la fin des années 80, début des années 90. Et en fait, Alouette, en quelques heures, a été capable, à partir de cette documentation très technique, scannée avec des corrections manuscrites, de reproduire ce qu'on appelle le PBS, c'est-à-dire l'architecture totale du système, identifier ce qui manquait au corpus parce que le corpus n'était pas complet, reconstruire l'intégralité des chaînes d'exigences techniques, donc typiquement expliquer une à une chaque exigence technique bas niveau en reconstituant le trajet à l'intérieur des documents. Et on a été les meilleurs du benchmark. Il y a eu 4 startups benchmarkées. Voilà. C'est génial. Alouette aujourd'hui, après 2 ans de R&D, est commercialisé auprès de 4 clients. Le chiffre d'affaires cible fin 2025, c'est 200 000 € en SaaS. Et d'ici 2030, on compte sur 300 000 utilisateurs quotidiens d'Alouette, répartis entre l'Europe et les US. On prépare une levée de fonds début 2026 de 2 millions. Et pour les plus pressés d'entre vous, on est en train de clôturer le round de 2025 en BSR. Je vous remercie. Merci. Merci. 3 minutes et 45 secondes. Qui dit mieux? Bravo. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Moi, je peux me lancer. Vas-y. Merci déjà pour le pitch. Il me semble que la typologie de clients que tu décris tolère le risque d'erreur. Pas du tout. Non, Et donc, effectivement. j'imagine qu'il y a des enjeux de fiabilité, de pouvoir détecter des informations qui sont pas complètes. Aujourd'hui, comment est-ce que vous mettez en place ce processus et comment est-ce que vous le garantissez et même détecter les informations qui peuvent manquer? Ouais, tout à fait. Tout le challenge de ce qu'on fabrique, du produit Alouette, c'est d'être capable de faire de la précision, mais de façon exhaustive. Donc, à des niveaux qui sont un peu délirants. Et donc, ça fait partie du système d'être capable, par exemple, d'accéder à l'intégralité des sources qui ont permis de produire l'analyse qu'a fait Alouette en moins de 3 clics. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, contrôle. Et en fait, donc c'est facile de vérifier d'où sort une information si elle semble incohérente. Et après, on a tout un process interne en fait dans le système qui permet de faire du vetting des analyses qu'on fabrique. Donc en fait, tout ça c'est construit sur un layer assez complexe, d'abord d'extraction de l'information de façon atomique, mais qui est cohérente avec les méthodes de l'ingénieur. Et ensuite, un layer agentique où on fait des algos en langage naturel en gros, et avec du cross-referencing, etc. Donc effectivement, c'est très difficile, mais on le fait très bien. Et vous avez des benchmarks un peu quand vous analysez par exemple un Ouais, corpus documentaire? typiquement, on est capable de sortir des métriques à la fois locales et globales sur l'information qu'on processe, l'information technique. Pour nous, l'information technique, c'est une information qui vient avec ses interdépendances parce qu'il n'y a pas de source de vérité sur ces projets-là, parce qu'il y a des montées de versions, etc. En gros, ce qu'on fabrique, c'est une sorte de CI/CD pour l'ingénieur, hein. Mais c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas que des chaînes de caractères et c'est des graphes, des machins, des trucs, des règles, des lois de la physique. En gros, on est capable de dire quel est le degré de certitude au niveau de l'extraction sur la couche, on va dire, on va appeler ça OCR, c'est pas de l'OCR, c'est plus compliqué que ça, mais appelons ça comme ça. Et ensuite, on est capable de faire la traçabilité de cette information telle qu'elle a été extraite dans notre format à nous,
telle qu'elle est manipulée à la fois par les agents qui vont produire des analyses à partir de ça et par les utilisateurs qui vont produire leurs analyses custom en plus de ce qu'Alouette fournit by design. À quoi tu as besoin d'être intégré? Parce que justement, pour récupérer toutes ces sources de documents, là, c'est une belle galère en Ouais. général. Alors justement, l'enjeu, c'est de pas trop s'emmerder avec ça, Ouais. le moins possible en tout cas. Ça veut pas dire qu'on le fait pas, parce que un autre enjeu, c'est d'aller jusqu'au bout de la valeur pour l'utilisation. Donc en gros, les intégrations aval, euh, on est prêt à les faire parce que on veut absolument que l'utilisateur il puisse dérouler son process métier. Et en fait, à ce propos, là on en est à la V3 d'Alouette. Dans la V4, il y aura de la suggestion en near real time, l'équivalent, on va dire, de la correction orthographique quand on est en train de taper un texte, mais pour de la conception d'ingénierie, vous voyez, pour vous projeter. Et donc là, l'idée, c'est justement du coup d'être capable d'accompagner l'utilisateur pour pas qu'il ait à recopier de l'information, en gros. Parce que c'est là où on est foutu et c'est là où tout ce qui est knowledge management et capitalisation meurt. En fait, il faut absolument automatiser tout ça. Donc, par contre, pour tout ce qui est amont, on est capable de s'intégrer à des bases de données, même si elles ne sont pas structurées, mais l'enjeu, c'est plutôt de dire l'information utile, c'est l'information qui est manipulée. Et nous, notre mode favori d'exploitation, c'est soit vous déposez un corpus documentaire, OK, on le traite, soit on regarde ce qui se passe à votre écran et en fait, on couple ça à des algos de recommandation. Et Ok. comme ça, on sait aussi ce que chacun fait et quel est le niveau de compétence de chacun sur quel sujet. Une dernière petite question rapide avec une réponse rapide. C'est Ouais. très clair. Tu mentionnais 4 clients, c'est des POC où ils sont déjà en prod. Non, c'est Et des pilotes, ouais. C'est des pilotes, c'est des industries où les cycles de vente. Ah oui, non, j'ai cru que c'était radical. Les cycles de vente sont longs et en plus, ils ont un vrai enjeu de montrer qu'on est capable. Enfin, il faut qu'on leur montre qu'on est capable aussi de travailler dans leur infrastructure. Donc il y a un double enjeu, à la fois montrer qu'on est capable de produire la valeur avec la solution, mais montrer aussi que cette solution elle s'intègre bien, facilement dans leur IT. Merci beaucoup, on peut applaudir Alouette. Merci beaucoup. Et j'appelle Ask for the Moon. Merci. C'est gentil. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Clément, le CEO de Ask for the Moon, et merci à Alouette de nous avoir fait gagner du temps parce que nous aussi, notre travail, c'est l'expertise et le savoir-faire dans le monde industriel. Aujourd'hui, vous voyez nos clients sur la gauche, on a 7000 utilisateurs actifs et on adresse les besoins de partage de savoir-faire grâce à une équipe de personnes qui viennent à 70% aussi du monde industriel. Et pourquoi on a besoin de ces clients qui nous amènent vers le haut et de cette équipe qui vient de l'industrie? C'est que les défis de l'industrie, on a parlé du côté, le quotidien de l'ingénieur, mais en termes macro, il faut imaginer qu'en Europe, on a un changement de paradigme qui arrive. On a besoin de recruter des millions de personnes pour reconstruire l'industrie européenne et la décarboner. Donc, on a aussi besoin de réinventer nos savoir-faire en mode durable, sachant, pas de peau, nos pères, nos mères, nos grands-parents et tous et les autres sont en train de partir à la retraite avec tout le savoir-faire qui nous permet de faire tourner les centrales nucléaires qui font que la lumière s'allume. C'est un problème quasiment impossible à résoudre, mais l'IA générative, ça fait un changement de paradigme qui justement nous permet d'imaginer, d'inventer le futur de la gestion des connaissances pour le monde industriel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que tout le monde fait, le chat GPT du monde industriel, mais on va le faire d'abord en étant capable de lire des documents complexes, de sortir des réponses ultra précises et ultra fiables. Comme vous le voyez aussi avec les illustrations, vous ne le voyez pas parce que l'écran n'est pas bon, mais je vous promets, elles sont là. Et ça, notre secret sauce, la façon de le faire pour justement atteindre le niveau de qualité nécessaire au monde industriel, c'est qu'on triche complètement. On s'assure que ce sont les experts qui ont l'autorité métier, qui ont un contrôle total sur toute la chaîne de valeur de la connaissance. Vous le voyez ici, par exemple, la source de la réponse. L'expert est reconnu, on peut voir son profil. C'est lui qui choisit quelles sont les sources de son assistant. C'est lui qui voit comment son assistant est utilisé. C'est lui qui voit les thumbs up et les thumbs down. C'est lui qui a le contrôle sur le comportement de l'IA. On a un contrôle qualité en entrée et à l'usage. Et la chose qu'on a réussi à faire, c'est aussi de détecter dans les questions qui sont posées la partie de la réponse que l'on peut apporter, mais aussi la partie de la réponse sur laquelle on n'a pas suffisamment de confiance. Là, vous voyez l'indicateur de confiance.
Et ici, vous voyez l'assistant qui dit: «Je suis désolé, je ne peux pas te répondre exactement sur cette référence. J'ai pas les sources qui me permettent de te répondre avec certitude. Par contre, je connais 7 experts dans tout le groupe EDF qui, eux, peuvent te répondre. Clique ici, je leur pose la question». On reformule la question, on la traduit dans les bonnes langues, on l'envoie aux bonnes personnes, on s'assure que ces personnes répondent, on s'assure que les experts reconnus valident pour assurer la qualité. Et c'est grâce à ça qu'on arrive en continu à maintenir à jour le savoir-faire du client et donc du monde industriel. Et la prochaine étape, et la raison pour laquelle on lève une série A de 15 millions Q1 2026, c'est de passer ça à l'échelle écosystémique. En fait, Airbus dépend d'une chaîne de valeur qui va mener Eiffage Energy System, un autre client, AFNOR, peut-être un futur partenaire, et plein de sous-traitants niveau 1, 2, 3. Un savoir-faire qui manque sur un seul de ces maillons, et à la fin, c'est une porte d'Airbus qui transforme. Ah oui, c'est. Ah non, c'est bon. Et donc, le but pour 2026 chez Ask for the Moon, c'est de mettre nos assistants de partage de savoir-faire à l'échelle des écosystèmes et donc de permettre aux experts de partager leur savoir au-delà des limites de leur entreprise pour optimiser les chaînes de valeur industrielles à échelle européenne. Merci beaucoup. Merci. Non, je suis pas aussi horrible que ça, je ne coupe pas les micros. Si, 4 minutes, 4 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Clément? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que tu vas avoir prouvé avant ta série A d'un point de vue commercial et produit? Aujourd'hui, on est en prod chez une quinzaine de clients. Le vrai sujet, c'est maintenant qu'on a prouvé la fiabilité, la précision avec les experts, est-ce qu'on prouve la valeur et la stickiness chez les users? C'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'usage récurrent de personnes qui viennent te dire: «Ça, avant, ça me mettait 3 semaines et ça m'a pris 3 minutes». Et donc c'est vraiment ça le gros focus, l'usage, l'adoption. Et donc voilà, comme vous le savez tous, ça prend du temps de faire de la qualité, mais même un bon produit de qualité, ça suffit pas s'il n'a pas l'UX et le self-service qui permet à tout le monde de venir s'onboarder rapidement. D'accord. J'ai une question un peu reliée, mais sur l'adoption des experts. Oui. À quel point tu demandes beaucoup d'engagement de l'expert pour inputter la donnée au début, mais aussi la maintenir, ils font partie du workflow, au quotidien aussi. Donc, à quel point ça leur prend une bande passante? Comment tu trouves les ambassadeurs parmi les experts? Alors, on a la chance de bosser avec eux depuis 2018. Typiquement, l'expert va venir si, un, tu lui fais gagner du temps net au bout de la première semaine, point. Ouais. 2, si il a confiance que tu vas pas dégrader son cœur métier sur lequel il a dédié sa vie, quoi. Donc tu dois lui apporter un haut niveau de qualité et de fiabilité, du contrôle, de l'explicabilité, de la reconnaissance et en même temps, il faut que très, très vite, il ait un ROI. Alors ça, tu peux l'avoir vite parce qu'en fait, ça doc même à lui, il a du mal à naviguer. Donc il va dans son SharePoint, il sélectionne ou il va dans son Team Center ou dans son SAP, il sélectionne, ses 20 dernières années, ça load et le lendemain, il a son assistant perso qui Ouais. lui permet d'aller vite trouver la bonne référence, la bonne réponse, et cetera. Là, tu as le gain net pour lui, ce qui lui permet de tester Mmh. et ensuite il le publie et ça lui permet en plus de ne plus avoir à répéter toujours les mêmes réponses, ça lui permet de plus avoir à faire l'onboarding de plein de monde. Donc en fait, tu lui ôtes toute une partie un peu triviale de son quotidien, mais ça marche que si il garde le contrôle et la reconnaissance. Guillaume, je crois que Oui. tu avais une question. Oui, j'avais un peu les mêmes questions sur l'engagement des professionnels, mais du coup, merci. Une autre question, ce serait plutôt sur le positionnement clair de la solution. Tu as commencé le pitch en nous parlant de plutôt conservation d'un savoir pour éviter qu'il se perde. Et ensuite, on est maintenant plus sur de la productivité, du gain de temps. Donc, c'est quoi l'objectif principal de Act for the Moon? Hyper bonne question et quelque chose qu'on doit vraiment améliorer. Ça reprend le sujet du gain net. Si tu veux l'engagement des personnes, il faut qu'ils aient un ROI individuel quasiment immédiat. Par contre, les clients, eux, leur vrai sujet, c'est la productivité long terme de la chaîne de valeur. Et donc pour ça, ils ont besoin de capitaliser le savoir-faire de 95 et qu'il soit réutilisé en 2025 et encore là en 2060. Mais pour ce faire, ils n'ont pas le temps de demander aux experts de tout écrire. Et donc le sujet, c'est comment on fait un outil qui apporte un gain net aux experts et aux utilisateurs en temps réel,
mais qui permet en continu la capitalisation d'un savoir-faire qui devient ensuite disponible à travers le temps. Et donc, en Der- fait, c'est propositions de valeur différentes en fonction des interlocuteurs. Très clair. Dernière question-réponse rapide de Joy. Ouais, j'en avais 2. Vas-y. OK. D'accord. D'un point de vue produit, j'ai une question sur, l'interprétabilité la lisibilité, des sources. Oui. Donc imaginons, on vit dans un monde idéal où il y a, je sais pas, 100 experts qui vont se stacker les uns sur les autres et apporter différentes sources. La personne en bout de chaîne, que ça soit un client en interne ou en externe, va essayer notamment à l'ère de l'IA où on peut pas laisser à l'erreur à quoi que ce soit, d'essayer de forward, backward de sa source. Est-ce que vous, d'un point de vue produit, vous êtes capable aujourd'hui, sur une base multimodale, donc sémantique et d'image, de dire: «OK, bah, en fait, 100 jalons plus loin, cette source, elle vient de tel endroit, dans tel document et c'est tel expert qui l'a dit» et je parle pas de juste donner le nom d'un expert, c'est vraiment dire dans un document peut-être de 300 pages, ça vient de exactement là, d'un On point de le vue produit. on le fait à l'échelle du chunk. Le chunk, il fait environ entre une demi-page et un tiers de page chez nous. Donc, quand tu cliques, par exemple, sur le lien, tu arrives dans le document source, dans la jet du client, à la bonne page pour retrouver la source. Je vous laisserai juste avec ça pour la suite. Il faut vraiment penser au contexte. Comment vous préservez le contexte et vous confondez pas les contextes par la suite. Parce que de plus en plus de contextes vont se stacker. Tu peux parler, par exemple, je sais pas, d'un moteur dans un cas précis et le mot engine va réapparaître 3000 fois. Comment tu es sûr que ça vient du bon endroit? Ça, c'est des sujets Alors, en fait, importants. C'est une bonne le question moteur, Mais pour, on va s'arrêter là. et donc, on fait du graphrag Ok. en back. C'est notre moteur propriétaire. C'est un graph engine qui a les liens logiques pour que justement le rail de chez Airbus soit pas confondu avec le rail de la SNCF. Tout deep dive. Merci. heureusement, on a un petit cocktail à la fin où vous pourrez poser plein de questions Avec aux plaisir. On a notre entrepreneurs et aux membres du CPTO et jury. notre CFO qui sont là aussi. Merci beaucoup, Thank you. Clément. Merci beaucoup. Merci. J'appelle Alexandre de Neuralk. Vous pouvez l'applaudir. Ça marche. Ouais, je te fais un petit 8 minutes. Bonjour à tous, Alexandre Pasquio, cofondateur de Neuralk. Et on a développé la première IA de qualité industrielle qui va permettre de comprendre nativement les tableaux de données, de la même façon que les LLM comprennent le texte. Aujourd'hui, la majorité des entreprises naviguent dans un océan de tableaux de données, entourés d'icebergs de problèmes de data science qui sont soit mal, soit pas adressés. Et l'ambition de Neuralk, c'est d'aller faciliter la prise de décision dans les entreprises en automatisant l'ensemble du cycle de vie des problèmes de data science. Concrètement, la majorité des entreprises vont aller structurer la donnée qui leur est critique sous forme de tableau. Et on va retrouver deux typologies d'acteurs. Des data analysts qui vont faire des statistiques descriptives, agréger l'information passée. Et de l'autre côté, des data scientists qui vont faire des statistiques prédictives, c'est-à-dire avec des algorithmes de machine learning, prédire la valeur future d'une variable, comme par exemple les prochaines ventes sur le mois ou le churn. La façon dont ces data scientists procèdent est de manière itérative. Ils vont recevoir un jeu de données, ils vont itérer dessus, ça va prendre quelques jours, quelques semaines. Ils vont sélectionner un modèle, l'entraîner, l'évaluer, se rendre compte qu'il n'est pas bon, donc ils retravaillent la donnée, réentraînent le modèle, réévaluent. Tout ça dans de nombreuses itérations qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Une fois que le modèle est assez bon, on va le mettre en production, on va monitorer le comportement pour vérifier qu'il n'y a pas de drift, c'est-à-dire que la performance ne va pas se dégrader quand la donnée change, ce qui arrive toujours. Et donc, il y a un moment où il va falloir tout recommencer, retravailler la donnée, réentraîner, remettre en production. C'est un cycle infini et Neuralk brise le cycle grâce à sa plateforme de machine learning qui va permettre aux data scientists de plugger sa donnée et de recevoir directement de manière quasi instantanée les prédictions sur le cas d'usage qu'il souhaite résoudre. C'est rendu possible grâce à un modèle de fondation qu'on a développé, qui a été entraîné sur des centaines de millions de datasets et qui va permettre, sans avoir à se réentraîner, d'avoir des prédictions à l'état de l'art. C'est-à-dire qu'il va se contextualiser sur un certain nombre d'exemples, comme un LLM se contextualise via le prompt qu'on lui donne, et réaliser sa prédiction. Concrètement, le data scientist va plugger sa source de données, créer un projet, lancer son analyse, récupérer les résultats, les valider, interagir avec, les corriger. Donc on garde un humain dans la boucle. Et on va pouvoir générer un reporting automatique et il va le partager avec ses collègues. Donc on crée vraiment un hub intelligent autour de la donnée structurée.
La techno qu'on a développée est agnostique de la verticale, que ce soit la commerce, santé, finance, euh, assurance. On pourrait l'appliquer à tous ces cas d'usage. On a pris quand même le parti, dans un premier temps, de se verticaliser et d'adresser les use cases autour du commerce pour aller cranter un niveau de performance supplémentaire en distillant vraiment de la connaissance métier. Ça permet d'adresser une pléthore de cas d'usage comme la classification de produits, le mapping de produits pour faire de la recommandation, l'optimisation de prix, la prédiction de vente, de churn. Pourquoi on est meilleur que les autres approches? Bon, tout d'abord, les LLM, ils sont pas adaptés à ce genre de cas d'usage. Ils comprennent pas les nombres, comprennent pas les relations entre des lignes, des colonnes. Cependant, ils pourraient être augmentés avec notre modèle via des serveurs MCP. Et si on compare notre approche à des modèles de machine learning classiques, comme vous le voyez, on crante un niveau de performance qui est bien supérieur. En général, qu'on est 13, il y a plus de la moitié qui a un doctorat en IA. On a les core contributeurs de scikit-learn, qui est le package le plus téléchargé au monde pour faire du machine learning en Python. Donc une équipe de qualité qui permet de délivrer et d'aller chercher des contrats avec des partenaires de qualité. Donc tous les plus grands retailers français pour des use cases de catégorisation de produits, de prédiction de réachat, identification de doublons. On est backé par le top du top en IA et dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui veut commencer? Joy. Je vais commencer par une question technique directement, mais on parlera business après. Salut. Je me demandais donc à quel point les embeddings ils sont transposables d'un secteur à un autre sans que vous ayez à refine-tuner à chaque fois. Parce que là, vous avez commencé par le e-commerce, mais qu'est-ce qui, dans la technique, dans la tech, disons, dans le modèle, est retransposable très facilement d'un client à un autre? Alors, ouais, ce que je vous présentais, c'est que Pardon de te couper, et j'avais une question sur le benchmark par rapport avec JBoost, mais tu y as Ouais. répondu, donc c'est bon. Le modèle est complètement agnostique de la verticale. La verticalisation sur le commerce, c'est juste pour aller construire des pipelines de bout en bout. On va vraiment distiller, faire beaucoup d'ingénierie autour du modèle pour vraiment cranter un niveau de performance supplémentaire. Le modèle, on pourrait l'appliquer en finance, en santé, en assurance. Il est entraîné sur des centaines de millions de datasets qui sont de la donnée de synthèse. Ok. C'est-à-dire que comme contrairement aux LLM qui vont lever des centaines de millions, voire des milliards pour acheter de la donnée, les tableaux de données ne sont pas disponibles comme le texte, les images ou autres. Et donc, soit on les achète, mais c'est pas scalable, soit on les génère. Donc vous avez fait de la donnée synthétique. C'est donc- combien de pourcentage du dataset, la donnée synthétique? 100%. Ok, Et donc, il y a merci. beaucoup de recherches derrière pour générer la donnée qui fait du sens. J'imagine. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, j'ai une question un peu macro sur votre stratégie. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment commencé sur la couche modèle et c'est là que vous avez de l'expertise et vous avez construit une équipe là-dessus. Et un peu ta perspective sur il y a quand même d'autres tabulaires modèles qui apparaissent. Vous, votre vision de là, vous commencez à construire par-dessus, un peu plus en une plateforme avec des applications, des use cases différents. À quel point vous sentez la pression de se diriger rapidement sur des verticales et des use cases rapidement que vous pouvez plugger avec des clients? Et comment vous ressentez un peu la compétition juste sur la partie vraiment modèle tabulaire, assez pure? J'avais préparé une petite slide annexe pour se comparer aux autres modèles de fondation, mais j'ai pas accès. Pour l'instant, on est à l'état de l'art. C'est sûr que ça bouge très vite. C'est pour ça justement qu'on a ce focus par cas d'usage, cette vision. On va aller adresser un cas d'usage concret avec des enterprises. On va essayer de distiller cette knowledge métier en faisant beaucoup d'ingénierie autour du modèle. Il faut vraiment aller chercher de la performance que les autres seraient pas capables d'atteindre avec un modèle généraliste. Et demain, il y a un Microsoft qui met 1 milliard sur la table, 1000 ingénieurs, ils vont sortir un modèle de fondation, il va être très bon. C'est pour ça que juste faire le bet du modèle, c'est pas un bet qui est très safe sur le long terme. Clémentine, tu avais une question? Oui, peut-être pour rajouter au point de Harry, est-ce que tu peux nous parler un peu de la structure de coût aujourd'hui? Combien avez-vous dépensé? Combien comptez-vous continuer à dépenser pour maintenir l'état de l'art en entraînant le modèle? Et combien pensez-vous pouvoir pricer pour monétiser? Euh, non, on va pas livrer la structure de coût. C'est un peu frustrant comme réponse, mais on garde cette information confidentielle. D'accord. Et sur la partie business model, en revanche, tu factures ça comment?
ton point de... On facture au ROI. Donc, c'est-à-dire il y a durant le POC, il y a tout un Ouais. process avec le client pour démontrer la valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on chiffre autour des use cases. Je comprends mieux du coup pourquoi le retail. Parce que c'était pas le truc le plus évident, c'est... Ok. C'est évident sur la partie data, c'est de la donnée qui est Ouais, beaucoup ouais. moins sensible que de la donnée financière, assurance, santé. Donc, ça évitait de passer 2 ans à récupérer les bonnes accréditations Ouais. pour pouvoir itérer avec un client. Et sur le ROI, c'est plus rapide. Ok. Voilà. Clair. Une Merci. petite dernière rapide question de Ouais, si on revient sur le sujet du co-commerce, qui est un peu ta première verticale que tu vas explorer, donc tu as déjà quelques acteurs avec qui tu travailles. Si on s'étend sur les use cases que tu leur proposes sur la gestion de la donnée, des catalogues, par exemple, ces acteurs, ils sont un peu inondés de solutions déjà qui leur permettent de nettoyer ou d'identifier des choses. Comment tu vas te différencier là-dessus? Quel est ton angle? Sur la performance, par exemple, sur les cas d'usage qu'on adresse, on rentre plusieurs points de performance par rapport à des acteurs spécialisés. La catégorisation de produits par rapport à une startup spécialisée sur le sujet, on met 8 points de performance, qui est quand même beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir Alexandre. Thomas. Et on peut applaudir notre nouvel arrivant, Thomas. Merci. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis Thomas. J'ai déjà créé plusieurs startups, dont une que Shana va connaître d'Iris, qui s'appelle Shift Technology. Et la dernière que j'ai créée, elle est encore dans l'assurance. Donc, elle s'appelle Parametrics. Et elle est partie d'un constat que je pense tout le monde ici a déjà eu. C'est un problème ou un point d'achoppement avec son assureur. Parce qu'il y a des petites lignes dans les contrats, parce que le pricing a été fait d'un point de vue purement statisticiel et ça correspond pas forcément à la réalité. Donc on s'est mis autour d'une table avec ma cofondatrice qui s'appelle Françoise Carly, qui est l'ancienne patronne de Zurich Assurance, et on s'est dit qu'il y avait tellement de données aujourd'hui qui étaient générées par vous au travers de votre téléphone, votre montre connectée, votre véhicule, votre bâtiment, que si l'assurance n'évoluait pas en utilisant ces données-là et en les prenant pas en compte dans ses modèles, elle allait péricliter. Donc on a créé Parametrics, et Parametrics, c'est pas un produit, mais c'est 4 produits. Donc je vais essayer d'aller vite. On a un premier produit qui s'appelle Safeguard, qui est un produit qui permet, en récupérant n'importe quelle source de données, que ça peut provenir de capteurs, de stations météo, stations sismiques, images de drones, caméras de sécurité, de les récupérer, de les faire passer au travers de notre moteur et de pouvoir prédire n'importe quel type de risque aujourd'hui couvert par des polices d'assurance classiques. Donc quand on parle d'un bâtiment, ça peut être des risques de dégâts des eaux, problèmes électriques, départ de feu, vol, dégradation. Quand on parle de parcelles agricoles en Inde, bah, c'est tout ce qui est lié à la sécheresse, à l'eau qui est beaucoup trop abondante sur certaines parcelles, etc. Et après, on peut extrapoler ça à n'importe quel type d'usage. ClaimSense, c'est un LLM surentraîné sur des données assurantielles et ça permet plusieurs choses. Ça permet de transformer de la donnée non structurée qui est extrêmement présente chez les assureurs, tout type de données non structurées, donc ça va être des fichiers manuscrits, ça va être des fichiers Excel, Word, peu importe, les transformer en données structurées et donc en l'interrogeant le système comme ChatGPT ou comme n'importe quel autre LLM, d'avoir un accès immédiat à n'importe quel type d'analyse qui leur permet d'accélérer leur processus décisionnel. Troisième produit, c'est un produit qui s'appelle RapidRate. J'espère qu'il n'y a pas d'actuaire ici, mais RapidRate est fait pour remplacer les actuaires dans les compagnies d'assurance. Donc, étant donné qu'on a accès à tout ce qui est historique de données temps réel et prédictives des deux côtés, donc côté assuré et côté assureur, on a entraîné une IA qui permet de pricer de façon très précise en argumentant n'importe quel type de prime aujourd'hui dans les compagnies d'assurance. Donc plutôt que de demander à son actuaire de pricer, je ne sais pas moi, l'assurance d'un campus américain, ça va lui prendre 1 mois et demi, ça va coûter beaucoup d'argent. On injecte les données, que ce soit des données historiques ou des données temps réel dans le moteur, et ça vous sort un pricing en moins d'une minute. Predict Edge, c'est un outil. Alors nous, on est une boîte française, mais on travaille pas du tout en France. On travaille aux États-Unis, on travaille en Inde, à Singapour, mais pour l'instant, on n'a rien en France. Et donc, on récupère énormément de données, en ce moment, surtout en Inde. Et il y a beaucoup de compagnies d'assurance, de brokers qui veulent s'y implanter parce que l'Inde s'est ouverte à des compagnies étrangères. Et ils veulent récupérer de la donnée pour savoir s'il faut absolument qu'ils couvrent un bâtiment dans une zone, dans une autre, ou si ça vaut le coup de lancer une police d'assurance automobile à Jakarta, par exemple. Et donc, lui, on lui sort des données puisqu'on a plusieurs milliards de points de données journaliers qui nous arrivent.
pour savoir si ça vaut le coup de les assurer, si c'est trop risqué, etc. Donc, Parametrics, pour résumer, on switch le paradigme classique assurantiel d'un point de vue statisticien à un point de vue data-driven, et on essaye de rendre l'assurance éthique au travers des modèles que l'on a. On a plusieurs impacts évidemment dans l'assurance. On arrive maintenant à passer d'un modèle qui est purement statique à un modèle préventif. Ok. C'est un modèle qui évidemment permet aux clients finaux d'abaisser assez drastiquement leur police d'assurance, parce qu'ils arrivent à prédire les risques et à diminuer leur sinistralité. Mais les assureurs ont plusieurs avantages. Le premier, évidemment, c'est de diminuer les payouts, donc les remboursements de sinistres. Le deuxième, c'est de diminuer le churn, parce que si votre client voit que sa police d'assurance stagne ou baisse chaque année, il va jamais chercher à changer. Et puis, ça lui permet d'être surtout beaucoup plus réactif dans la gestion de ses sinistres et dans la gestion de ses risques. Voilà, il manque un slide, mais c'est pas grave. Donc oui, dans l'équipe, juste pour finir, dans l'équipe, on a 2 anciens patrons de compagnie d'assurance, on a l'ancien patron du paramétrique de Generali qui vient de nous rejoindre. Et puis on a une équipe de data scientists qui est répartie entre Berkeley aux États-Unis, Singapour et New Delhi. Micro. Ah, si, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Thomas? Ouais, bah, je connais bien le sujet. Je comprends la volonté d'avoir en fait cette suite de produits qui te permet de couvrir toute la chaîne. Aujourd'hui, quand tu discutes avec tes clients, tu rentres sur quel produit et après, j'imagine que tu upsells sur les autres. C'est super variable en fait. Il y a des compagnies, enfin il y a des brokers comme Oden par exemple qui nous demandent d'utiliser du ClaimSense couplé avec du RapidRate Mmh. parce qu'ils ont des térabytes de données non structurées et ils ont besoin de faire des analyses beaucoup plus rapides. Et dans chaque strate des compagnies d'assurance, tout le monde aimerait pouvoir être autonome dans la détermination du prix, mais personne ne peut l'être parce qu'il faut que ça passe par les actuaires. OK. Donc ça c'est pour Oden. On travaille avec Convex aussi. On travaille avec beaucoup de compagnies anglaises. Convex nous a demandé aussi d'intégrer ClaimSense à leur process. On a HDI et Bupa qui nous a demandé de déployer Safeguard, donc la première brique qui est une brique prédictive, sur des sujets de couverture pour des hôpitaux, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis. Et on travaille énormément avec les universités américaines. Donc là, on a déployé dans 10 universités publiques de Californie. Et simple exemple, elles dépensent entre 2 et 7 milliards de dollars par an en assurance. Et grâce à notre solution de prédiction de risque, elles peuvent économiser entre 15 et 20% de cette somme annuellement. Donc c'est pas mal sur des gros comptes comme ça. Mais c'est vraiment variable en fonction des compagnies. Nous, on aimerait bien évidemment revendre toute la suite de logiciels, mais certaines ont choisi certains produits plus que d'autres. Tu parles de plusieurs acteurs, de campus américains, d'assureurs anglais. Comment tu structures ton go-to-market aujourd'hui en fonction des use cases où tu trouves que ta solution est hyper pertinente? On a 2 moyens de vendre le produit. Soit on le vend directement aux clients finaux, donc les universités américaines par exemple, des hôtels, casinos à Las Vegas ou peu importe. Ou on le vend au travers d'une police d'assurance prédictive, en passant par un HDI, par un AIG, par un Generali, peu importe. Il y a un avantage à le vendre des 2 façons. Le premier, c'est si vous avez un client qui utilise cette solution-là, et qui va voir son assureur en fin d'année en disant: «J'ai réussi à diminuer ma sinistralité de 40%». Donc soit toi, Zurich, tu t'alignes à cette baisse de la sinistralité, sinon, Parametrics va m'aider à trouver un autre assureur qui prendra le lead dessus. Donc ça, c'est un gros avantage pour eux. Et deuxième avantage, c'est que une fois que l'assureur déploie notre solution ou nos solutions chez leurs clients directement, ça les rend complètement captifs. Donc il y a pas de meilleur scénario et puis de toute façon, on fait de l'argent sur les 2 modèles donc Une toute dernière question? Non? C'était super clair. Très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on peut accueillir Nama. Merci, j'espère que vous êtes encore là. Ouais, mais c'est ça d'appeler sa startup par une lettre qui commence par la fin de l'alphabet. Donc, si vous êtes en train de créer votre boîte, le début de l'alphabet, c'est bien aussi. Ah, non, moi, on a choisi U. Ben, merci, je suis vraiment très content d'être ici au Pitchy. Nama Bak, je suis cofondateur CEO d'Understand Tech, une plateforme d'IA. On crée des assistants IA pour les entreprises en concurrence Dust, Copilot sur ce segment. Mais on va voir sur quelle verticale. Boîte franco-américaine avec une équipe à Montpellier. On a déjà quarantaine d'entreprises qu'on a gagné en 6 mois. 40 000 euros de MRR. Fin d'année, on sera à 100 à peu près. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai passé quinzaine d'expérience à faire ça. Des chips que vous connaissez chez Nvidia. Donc, je bossais chez NXP.
boîte de semi-conducteurs. C'est un monde, je pense que pas grand monde qui connaisse, mais pour chaque chip, on crée à peu près des centaines de documents, ce qu'on appelle le Product Support Package. Chaque document, il fait des centaines, des milliers de pages, c'est très compliqué. Et donc, je passais mon temps, 50% aux États-Unis à voyager, à expliquer aux ingénieurs ce qui est sur un document. Et ça pendant 8 ans. Il n'y a pas comme moi, il y a plein d'autres ingénieurs dans la boîte qui faisaient ça. Et qu'est-ce qu'on répond à des questions niveau 1, niveau 2, qui existent déjà sur un document? What is the temperature range of this chip? How much memory? Like, des choses très très simples. Et c'est pour ça qu'on a créé, juste pour vous montrer, bon, c'est des choses très claires, mais ça ressemble à ça. À l'intérieur d'un datasheet, c'est des choses qui contiennent des images, des tableaux, des choses assez complexes. Et vous vous demandez déjà pourquoi ils n'utilisent pas de ChatGPT. C'est interdit. Totalement interdit dans le monde des semi-conducteurs. Pourquoi? Parce que l'IP. L'IP, c'est le competitive advantage numéro 1. Si mes datasheets sont générés par ChatGPT, mes concurrents ils vont avoir accès, donc ils peuvent développer un produit pareil. Donc c'est interdit, tout c'est public LLM, Mistral, tout ça. Donc on a développé Understand Tech et on a développé tout un stack de RAG en interne et on n'utilise aucun modèle public. C'est à la base de l'open source, toute la stack elle est open source. On sait extraire des fichiers texte, PDF, tableau, images, vidéo, ce que vous voulez. Et on crée vraiment un RAG assez précis avec un LLM qui tourne chez le client et que tourne chez nous en SaaS avec la valeur ajoutée qui est la sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font nos clients avec ça? C'est des chatbots. C'est vraiment très con, très basique, mais ça marche. Et ils lancent parfois en quelques jours. Il n'y a pas besoin de 9 mois de projet ou 12 mois. Parfois, j'ai des clients qui lancent en 5 jours sur des choses très, très simples. Donc, moins de risques aussi pour le client. Les clients, bah, je vous en ai parlé, mais il y en a énormément. On a quarantaine. Aujourd'hui, ce slide-là, je l'ai fait il y a 2 semaines. Synaptic, 1 milliard de chiffre d'affaires, ça vous parle. Il y a des standards. Il y a des boîtes aussi en France comme RTE, Edemia et tout ça. Et comme je l'ai dit, à fin d'année, on sera à peu près à 100 cas de MRR. Et notre plan, c'est de rester sur ce segment parce qu'il n'y a pas que les semi-conducteurs, il y a aussi les ODM, ceux qui fabriquent les boards. Il y a aussi les OEM, des Honeywell, des Resideo, tous les gens qui, bah, même dans cette salle, il y a tellement de devices connectés, bah, tout ça, c'est une cible pour nous. Donc le marché, il est énorme. Et on a juste lancé hier, tu me l'as sucré le slide. Non, mais on a annoncé hier notre board, 8 personnes qui viennent de l'industrie, des VP, des GM, principalement des États-Unis, là où il y a 70% de notre chiffre d'affaires. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous avez des questions. Merci. Je sais pas. Mais à culpa, je suis nulle pour gérer des slides, donc ne me confiez pas cette mission l'année prochaine. Quelques questions? Commercialement, ça a l'air d'avancer. Tu un enjeu de levée de fonds ou en fait, tu peux créer ta boîte, avancer comme ça et ne jamais lever? Vous avez raison. On a levé 500 Ouais? et on est bootstrap, on fait déjà des revenus. Avec les 500, on est très bien pendant les prochains 12 mois, il n'y a pas de problème. Et après, comme n'importe quelle boîte, pour accélérer très vite, il faut de l'argent. Aujourd'hui, on est des dizaines. On peut être. Après, j'ai pas une vision de développer un truc avec centaines de personnes, mais plus avec des robots et d'aller très vite. Mais voilà, l'argent, c'est juste un levier d'accélération, mais on n'est pas en recherche de suite, de suite. Voilà. Ça marche, merci. J'ai une question un peu reliée, mais c'est un monde où il y a quand même pas mal d'acteurs qui commencent à émerger et vous êtes basé sur des modèles open source. Et donc, comment tu ressens un peu la compétition, à la fois dans tes ventes? Est-ce que tu as beaucoup d'acteurs? C'est des systèmes des process d'achat compliqués où on te benchmark contre d'autres acteurs? À quelle vélocité il faut aller? Est-ce que ça encourage aussi une levée de Non, fonds? mais vous avez raison. Et d'ailleurs, quand je raconte parfois ça aux gens, mais ça existe, mais ça existe. Mais la réalité, c'est que dans les quarantaines de boîtes dont je parle, tous, quand on était allé les voir, ils avaient quelque chose. Ils avaient un chat GPT, ils avaient je sais pas quelle boîte. Et on a viré tout le monde. Parce que je leur garantis 2 choses qu'aucun fournit, la sécurité et la simplicité. Vous ne trouverez jamais combiné dans la même plateforme. Donc moi, je leur garantis d'avoir un truc sécurisé et j'ai passé 15 ans d'expérience, c'est mon cofondateur dans le domaine. Et 2, très simple, il n'y a pas besoin d'impliquer 50 000 ingénieurs pour lancer un chatbot. C'est en quelques jours, j'ai un truc qui fonctionne. C'est pas juste un slide ou des choses où il faut développer des API, machin. Non, ça marche. Comme je l'ai montré sur le slide précédent, voilà, des chatbots qu'on peut trouver sur un site web, sur une intranet avec un SSO qui protège l'accès. Je sais aussi sizer qui a accès. Et donc ça leur plaît, mais je leur demande pas beaucoup d'investissement. C'est ça notre secret, si vous voulez.
Et est-ce que les OEMs ou les fabricants de chips auraient intérêt un jour à distribuer leurs produits avec à côté un software ou une solution qui permettrait de faire ce Q&A avec leur client final? On en a déjà des clients dans ce sens. Residio, par exemple, c'est une boîte de domotique qui est une spin-off de Renewal. Et j'en ai d'autres après dans le pipe, mais tous ces OEM, c'est notre cible. Après, moi, personnellement, je viens de ce monde-là, c'était mes clients aux États-Unis, donc on est en train de faire que ça, voilà, de toquer à la porte à tous ces OEM. D'accord. Et en stratégie go-to-market, justement, si on extrapole un peu ça, tu as déjà un peu des partenaires ou des acteurs qui font les différents niveaux qui vont pouvoir te pousser? Franchement, pour l'instant, non. On fait ça à l'ancienne. C'est founder sales, si vous voulez, avec mes boards. Mais l'idée, c'est d'arriver sur cette machine répétable. On n'y est pas encore parce qu'il faut beaucoup de temps. On arrive à peine déjà à gérer les clients existants, mais on n'est pas encore. Après, le stratégie qu'on a, si on passe long terme, tous ces semi-conducteurs, comment ils vendent leurs chips? Il y a des distributeurs, Avnet, Arrow, Future. Ceux-là, en gros, ils vendent des millions de produits. Donc, l'idée, c'est de monter des partenariats avec ces gens-là qui vont, eux, aller après revendre à des masses, parce qu'on n'arrivera pas à vendre à tout le monde. Et comment tu vas plus loin dans ta vision produit où tu dis effectivement il y a une barrière à l'entrée qui est pas si énorme que ça? C'est quoi l'étape 2 et la barrière à la sortie que tu veux créer? Si, il y a la barrière quand même, il y a la sécurité. Tout le monde ne fait pas la sécurité facilement. Et nous, on le fait. Mais vous avez raison quand même. Malgré tout, quelqu'un peut nous copier. C'est pas normal. Donc, l'idée, c'est tout ce qu'on construit, c'est avec les clients. Et donc, on essaye de faire des hook points avec eux. Et là, que la prochaine étape, c'est de rajouter de l'action à ces assistants concrets. Et on en a commencé avec Synaptic, par exemple. Ils veulent que leur agent va créer un ticket sur ServiceNow ou sur un Jira. Voilà. Et c'est des choses qu'on fait. Et donc, l'idée, c'est juste d'aller sur ce marché-là, si vous voulez, développer plus de features avec les clients et concurrencer un copilote, un Dust, voilà, dans ce domaine. Et je pense que le marché, il est tellement énorme, on s'en rend pas compte, parce que tous on dit ça existe, mais il est tellement énorme. Et nous, on essaie juste d'aller sur ce segment où il n'y a pas encore beaucoup d'adoption à cause du frein de la sécurité, si vous voulez. Et combien tu prices le chatbot ou le cas d'usage? On a commencé par un truc très basique, 1000 euros par mois. Comme ça, le mec, il peut signer au bout de 30 minutes d'un call. Mais après, ce qu'on price, c'est 120 000 euros l'année. Pour une licence qui va contenir la maintenance, tout ça. C'est ça vraiment notre pricing. Donc le chiffre aussi que j'ai communiqué, il est basé principalement sur cet abonnement à 1000 euros par mois, mais la moitié vont passer sur le custom, ce qu'on appelle à 120 000 euros par an, pardon. Donc 10 000 euros par mois. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. Merci. C'était le dernier pitch de la journée. On aura, dans le cadre du GenAI Loft, donc aujourd'hui c'est le jour de l'inauguration du GenAI Loft qu'on a appelé le GenAI Day parce qu'on est hyper fort en marketing, n'est-ce pas? Vous aurez 2 sessions le 14 octobre matin et le 21 octobre matin avec des fonds d'investissement en plus petit comité dans notre bureau qui est au premier étage pour pouvoir poser vos questions aux investisseurs et puis bien comprendre ce qu'ils recherchent quand ils regardent un deck et quand ils veulent investir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout est en ligne. Et j'attire également votre attention sur une session le 13 octobre matin sur sécuriser ses tout premiers clients et ses premiers design partners avec le CTO de AnyShift et avec le spécialiste du go-to-market de chez Euraseo, qui est un autre fonds d'investissement. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie tous les entrepreneurs qui ont pitché et évidemment les membres du jury. Merci à tous.